Chamengo. Est-ce que tu aimes cette appellation? Tu es un chasseur de pierres. Oui, oui, parce que c'est vraiment partir à l'aventure que de chercher les pierres, parce qu'on ne sait jamais où on va les trouver, si on va les trouver, quand on trouve, des fois, on trouve des blocs qui sont beaux comme des pépites d'or de 10 kilos. Voilà, tu vois des trucs extraordinaires. Et puis des fois, tu vas chercher, tu pars en déplacement loin de chez toi pendant 15 jours et tu fais des carrières et tu fais des kilomètres et tu roules et tu roules. Et tu reviens et tu as fait 30 000 kilomètres dans ton périple et puis tu n'as rien trouvé. Voilà. Puis des fois, on part et on a des aliments de planète positifs, si tu veux, et tu vas acheter 40 tonnes en fait en quelques jours. Donc vraiment, c'est parce qu'il y a une envie de découverte, il y a une envie de se faire plaisir, il y a de la passion, il y a de la conjugaison avec les éléments. Puis des fois, la nature te sourit et puis elle s'offre à toi et puis tu prends waouh. Tu reviens, voilà. Et je reviens, je fais les photos, je diffuse ça à tous les gens autour de moi, regardez ce que j'ai trouvé, voilà, je suis fier comme un môme qui vient d'ouvrir son cadeau au pied du sapin de Noël, tu vois, le 24 au soir, et voilà. C'est vrai, ça fait un peu... si tu me vois là, tu me vois en costard, parce qu'aujourd'hui je suis dans mon rôle de chef d'entreprise, mais tu me vois quand je suis en baroudage, entre Indiana Jones et Crocodile Dundee, j'ai ma place. Hein. C'est une passion qui t'a été transmise par ton père? Oui, c'est une passion extraordinaire parce que en fait j'ai de la chance. C'est que étant plus jeune, il m'a emmené avec lui et bien sûr j'ai bien compris le message, c'est qu'il voulait me faire partager ces moments vibrants et puis j'étais contaminé. Moi j'ai vu d'où était parti mon père et là où il était arrivé, il était parti de rien. Enfin voilà, il n'y a pas de honte, au contraire. Moi j'ai trouvé ça magnifique, son histoire. Il est revenu d'Algérie avec les poches retournées et puis il a fait un boulot formidable. Il n'a jamais été bien riche, mais enfin il a toujours été, il m'a toujours enrichi de belles images et puis de belles histoires. Et j'ai voulu en fait reprendre absolument derrière lui parce que quand on vit des success stories comme ça, qui sont vraiment d'hommes qui se sont forgés tout seuls, qui n'ont pas été à l'école et qui ont surtout en fait eu beaucoup de courage et qui ont su raconter une belle histoire, jusqu'à la plus belle histoire qu'il m'ait dit. En cherchant les pierres, il m'a dit, tu vois, il dit, regarde, on se fait plaisir là. Il dit, sois passionné, tu vois, sois passionné toute ta vie, ça t'évitera de travailler tous les jours. Tu vois, et ça, c'est pour ça que j'y suis revenu. On a la chance de travailler là, sous vos yeux, à un granit qui s'appelle Azul Bahia. C'est un produit en fait qui vient de la région de Bahia au Brésil. Et c'est un granit qui coûte très cher, c'est un des plus chers du monde. Parce que il contient beaucoup de bleu. Et on a un bleu qui va vers le cobalt, et plus on a des couleurs comme ça, et plus ça coûte cher. Parce que le bleu est très rare dans la nature. Vous savez que le granit bouillonnait dans le manteau. Il était à 2000-2500 degrés en moyenne de température. Et en général, si vous voulez, des bleus comme ça, qui bouillonnent, c'est vraiment très très rare. Les couleurs les plus communes de la nature, c'est le beige, c'est le gris, c'est le marron, mais très très peu les bleus et les verts. Donc là, vous avez un exemple de ce qui se fait vraiment de plus cher. Je ne dis pas de ce qui est le plus beau, mais de plus cher et de plus rare. Quand j'étais môme, quand je voyais ce bleu-là, mais tout le monde le regardait avec des yeux qui pétillaient, etc. J'ai vite compris à travers mon père, tu vois, que là on avait une Ferrari. Et depuis, si tu veux, je m'amuse à une chose, c'est toujours avoir des Ferrari avec moi. Philippe, c'est quoi cette pierre? On est sur une labradorite de Madagascar. C'est une pierre qui est exceptionnelle, non pas que par sa beauté, mais c'est une pierre qui est exceptionnelle par ses vertus. Et on voit un bloc rare. J'ai 53 ans, je suis né dans ce métier et des blocs comme ça, on en voit très très peu dans une vie. C'est un bloc rare parce qu'il est très bleu, très profond. Et c'est une matière qui est très bien parce qu'elle repousse les mauvaises énergies. Du coup, au-delà du fait qu'on se fasse plaisir à la regarder, elle nous fait du bien. C'est quelque chose qui nous préserve. En fait, je veux dire qu'en effet, c'est parmi le top 50 d'étranges qu'on peut avoir dans une vie, c'est une des plus belles pierres, oui, que j'ai rentrées dans mon stock. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et
C'est pour ça que quand j'ai vu ce bloc, j'ai pas acheté un morceau, j'ai acheté l'intégralité bien sûr. Hein, j'ai pris 18 tonnes, je me suis fait plaisir et j'en ai racheté d'autres derrière parce que des pierres comme ça, c'est une chance dans une vie. On est très très loin des pierres standards, des pierres revêtements. On est dans la pierre œuvre d'art, plaisir. Et non seulement on va se faire plaisir tous les jours, mais le jour où vous cédez en fait une demeure avec des pierres comme ça au sol, là ça sera un sol de cuisine, vous allez faire une plus-value énorme parce que vous allez offrir un tableau avec la demeure, donc c'est rare. Un granit comme ceci est composé principalement de quartz naturel. Donc en fait c'est de la silice comme du sable. Ensuite vous avez du feldspath et là ce qui nous intéresse le plus c'est le mica parce que ce sont les micas en fait qui se chargent le plus de couleurs et de bleu. Et avec ces nuances en fait qui selon l'angle, comment vous regardez en fait les micas font un peu hologramme. Et c'est une pierre qui est magique pour ça parce que quand vous la mettez dans une pièce, le matin elle a une couleur et des brillances, le midi elle évolue, le soir elle évolue, quand vous allumez des lumières artificielles elle évolue encore. C'est une pierre c'est un vrai tableau de vie de la planète. Voilà, on la voit évoluer devant nous. Donc c'est ça qui fait qu'elle est vraiment extraordinaire et très recherchée par les grands décorateurs. Les granites possèdent de l'énergie parce qu'ils viennent du centre de la planète. Ce n'est pas des pierres de surface, c'est des pierres du centre. Au centre de la planète, vous avez le noyau qui est hyper énergétique et vous avez tout le magma, le manteau qui entoure ce noyau, qui est plein d'énergie. Quand elle remonte à la surface, tous les granites, toutes les quartzites ont des énergies. Celle-ci, il y a des gens très très bien, beaucoup plus capés que moi, qui nous transmettent le fait que celle-ci en fait repousse les mauvaises énergies. Voilà, donc on appelle ça la pierre des soignants. Quand je travaille avec des architectes ou des décorateurs, ils savent que le produit que je vais faire, que je vais poser, il ne va pas tenir jusqu'à la livraison, il va tenir une vie. C'est ça qui est important. On n'est pas dans le low cost. Hein. Alors là, en bloc disponible, on a 250 couleurs à peu près. Et sur un marché de 5500 pierres. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a à peu près 1 millier de carrières. Parce que tu as des carrières dans lesquelles tu as plusieurs références. Tu sais, les carrières ne sont pas forcément toujours beige. Ça peut être un gris bleuté, puis du beige, et puis il y a une version un peu saumonée. Les carrières peuvent avoir 3, voire comme à Carrare, on a à peu près 25 produits différents. Donc à peu près il y a 1000 carrières dans le monde aujourd'hui. Et par rapport à l'épuisement des ressources naturelles, est-ce que ces carrières, à un moment donné, elles arrivent en fin de vie ou pas? Non, non, parce qu'en fait, on est vraiment dans le pouillième de pourcent en fait, exploité par rapport à la réalité de la surface du terrain. Et là, vu comment ça se passe, il faut que tout le monde se rassure, l'humanité va s'autodétruire largement avant les pierres. On est d'abord et d'une pas sur un type de produit, on est sur des milliers de couleurs, et surtout des petites unités. Vous voyez, mon unité, je suis une PME et j'ai affaire à 95% qu'à des PME en face de moi. Je vais dans le Rajasthan, entre Jaipur ou Udaipur, dans une carrière qui est magnifique, qui est tenue par une société comme moi, qui était avec le père, les enfants, les petits-enfants, enfin, voilà. On a ce plaisir-là, on allume les yeux des gens. On n'est pas dans, c'est pas Big Brother qui vient installer des caméras sur une usine qui fait des kilomètres et puis voilà, on n'est pas du tout là-dedans. L'épuisement, dans notre jargon, n'est pas du tout en fait à l'ordre du jour. Si on avait l'impression du moindre épuisement de quoi que ce soit, on serait nous les premiers à tirer le signal d'alarme. Je reprends Carrare comme modèle parce que c'est toujours en fait les gens sur qui on tire. Mais Carrare, la carrière, on est à 1200, 1300 mètres d'altitude et les gens disent « Ah mais quand il n'y en aura plus ». Attendez, il y a le filon, il va jusqu'à 1000 mètres sous terre, donc sous le niveau de la mer. Donc il y a encore 2500 mètres à faire. 2500 mètres, c'est impossible, impossible. Et bien heureusement, si vous voulez, sur cette planète, il y a des gens qui aiment le rouge, le bleu, le vert, il y a tous les goûts, on le sait. Les goûts déco à travers la planète, on les connaît par cœur. Et l'avantage, c'est qu'il y a, j'irais, pratiquement autant de pierres que de goût. Donc tout le monde ne va pas se mettre à tirer en fait, sur une carrière précise, mais ils vont prendre un petit peu de tout. Et je peux vous dire une chose, c'est que chaque semaine qui passe, on trouve de nouvelles pierres. Donc imaginons, en 2030, qu'il n'y ait plus de pierres dans le monde. Imaginons, enfin c'est l'histoire de la chauve-souris le truc, hein. Je vous assure que c'est l'histoire de la chauve-souris. Et bien en 2030, on trouvera encore des carrières partout. Parce que quand on creuse en fait sous nos pieds, vous avez des fois, vous avez de la chance que du pétrole. Bon,
Puis des fois, vous n'avez pas de chance, vous trouvez de la pierre, ou vous trouvez des marbres ou du granit. Voilà. Parce que quand on regarde dessous, sur l'écorce terrestre, il y a forcément en fait des minéraux. C'est qui tes clients et qu'est-ce qu'ils achètent comme pierre pour quel usage? C'est quoi? C'est surtout les cuisines, les salles de bain et tes clients, c'est que des gens très riches? Il n'y a pas du tout en fait d'apartheid dans le type de clients que nous avons. L'essentiel pour moi, c'est... alors on a des gens qui ont des yachts longs comme la Tour Eiffel, et puis on a des gens en fait qui sont primo-accédants et qui viennent quand même nous voir en disant un petit lavabo, un lave-main, quelque chose, et puis voilà, ils veulent se faire plaisir comme ça. Qu'est-ce que les gens en fait vont faire de nos pierres? Tantôt ce sont des salles de bain, des sols, des escaliers. On fait des têtes de lit de plus en plus, on fait des tableaux qu'on accroche au mur. Voilà, il n'y a pas. On fait là, j'ai fait une baignoire massive pour un client. Ça existe encore, ouais, mais. Et tu sais, bon, en fait, mis dans son contexte, la baignoire, tu la designes comme tu veux, finalement, tu peux faire une super moderne. Et ça fait pas trop rococo, hein, ça tombe bien, elle a payé cher. Mais tant qu'à faire. Non, enfin, il y a tout style de client. L'essentiel, c'est que les gens se fassent plaisir avec les pierres. Après, comme nous sommes producteurs, si tu veux, ils ont des prix aussi. Des fois, ils sont étonnés parce que ça coûte moins cher que ce qu'ils pensaient. Avec le temps, l'expérience, on a de plus en plus de clients qui sont calés. Si tu veux, les gens font de plus en plus attention à eux. On parlait de ce qu'ils mangent, mais aussi de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ressentent. Ils ne veulent pas une décoration qui ne leur correspond pas. C'est pas parce que tu as vu une décoration à la télévision avec quelqu'un qui maroufle et tout ça avec une couleur fuchsia qu'il faut que tu fasses pareil. Parce que c'est peut-être pas ton désir. Il faut que tu fasses quelque chose que tu ressentes. Et ces gens-là, on les voit de plus en plus. Les gens qui sont très proches en fait des énergies, de l'esprit, les lithothérapeutes, les bio-énergéticiens, tous ces gens-là qui sont vraiment beaucoup plus calés que moi, alors qui m'expliquent tout simplement, tout est énergie, tout est énergie. Nous sommes énergie, l'eau est énergie, etc. Et la pierre est énergie. Mais quand on parle en fait des granites qui viennent du sous-sol, c'est super facile de comprendre que la boule de feu qui est au centre de la planète est une énergie énorme. Et donc, quand on est dans le manteau, nous sommes autour de cette boule de feu, l'énergie, il y en a encore énormément. Et ça remonte à la surface. Et en fonction en fait, des composants qui sont dans ces pierres, il y a des énergies de différentes fréquences. Je ne suis pas né en sachant ça. En fait, c'est les clients qui viennent me voir. Tous ces gens en fait, qui ont des sensibilités largement plus affûtées que les miennes ou des connaissances beaucoup plus évoluées que les miennes, moi je vais de la terre chez le client en transformant en fait une boule de pierre. Mais eux, en fait, ils sont dans les matériaux, dans les énergies, et c'est eux qui viennent me voir et qui me disent voilà, je veux cette pierre-là parce que en fait, c'est une pierre qui fait du bien. Je prends des risques rares parce que c'est des engagements financiers très importants. Tu vois, on a un stock, on peut fermer les portes pendant 1 an, et rien qu'avec le stock, on a des milliers de plaques de toutes les couleurs, on peut tenir pendant 1 an. Mais je ne peux pas m'empêcher, quand je vois des plaques extraordinaires, malgré tout encore, je veux des blocs extraordinaires, je rachète encore, tu vois. Et mon banquier me dit mais pourquoi? Il dit vous avez ça, ça, ça. Je dis parce que celui-là je ne l'avais pas, tu vois, comme un grand collectionneur de dingue, tu vois. Et mon banquier me dit mais pourquoi vous faites ça? Je lui dis c'est simple, quand vous allez chez Boucheron, qui vend des parures extraordinaires, uniques, si la parure qui aurait pu se vendre là, elle n'est pas en vitrine, il ne la vendra pas. Alors je préfère garnir mon stock avec des blocs extraordinaires, sachant que c'est toujours du blé dans le silo, il n'y a pas de mauvais investissement, tu sais, il n'y a pas de marbre qui décote. C'est exactement comme le vin. Quand tu achètes un marbre, sa cote ne va faire que de monter. Et je peux vous citer des marbres dont la cote est montée, peut-être pas comme Tesla, mais dans des proportions mais qui sont extraordinaires, à faire, j'irais, vibrer tous les financiers de la planète. Il y a des marbres qui prennent des 100%, 500% sur 2-3 ans, tu vois. Et là, tu achètes tout de suite, tu vois, si tu sais, ça existe dans notre métier. Tu vois des tranches. Moi, j'ai des clients qui disent « Ah, je veux ça, je l'ai vu à tel prix sur Internet. » Je dis « Allez-y, achetez-le sur Internet. Demandez la photo. » Et puis ils reviennent, ils disent « Ah non, vous avez raison, passe la commande parce que ça va rien à voir. C'était 3 fois moins cher, mais ça n'a rien à voir. » Je dis « Nous sommes d'accord. » Je dis « Vous savez, le marbre, lisez-le toujours comme un tableau. Vous avez un tableau accroché au mur, il vaut 15 000. Le tableau d'accroché à côté, il vaut 200. C'est quoi la différence? Ça s'appelle le talent. C'est la touche.
Il y a un truc qui va t'attirer, tu vas t'absorber dedans, et l'autre, t'en as rien à foutre. T'es passé devant, en fait. Tu me demandes même pas le prix tellement il te plaît pas. Tu vois? C'est ça le truc. Et j'y vais, nous, les matières, c'est ça. On voit des blocs, ils nous attirent, on prend. La nature est exceptionnelle. Ok? C'est quoi le prix de l'exceptionnel? C'est quoi? Eh ben, les gens qui ont trimé, qui ont risqué des fois leur vie pour sortir des blocs extraordinaires, eh ben, je suis désolé, il y a un prix pour ça. Et moi, je le prends comme tel. Et je sais très très bien que grâce à cet enthousiasme que les gens ont pour les pierres, cette pierre sera prise par une cliente ou par une autre ou par un décorateur. Tu sais, il y a toujours des gens, heureusement, qui vont voir et qui prennent. Bon, et qui comprennent aussi que il y a des passionnés qui sont là pour... voilà, ils savent, quand ils m'appellent, ils me disent « Philippe, est-ce que tu as ça? Est-ce que tu as ça? Parce que je vais venir, je vais venir. » Tu sais, ils prennent déjà le plaisir en appelant au téléphone. « Je vais venir, hein, Philippe, hein, je vais... » J'adore. Là, on est sur une quartzite brésilienne qui est, pour moi, extraordinaire. Tu vois, on se rencontre. C'est comme si on regardait avec un microscope électronique des globules humains. Tu vois le globule, tu vois le sang qui est autour, tu vois le liant, etc. Tout ça, c'est naturel. Regarde comment ce globule a été formé, tu vois. On a l'impression qu'on a vraiment des globules humains. On voit, en fait, comme si on regardait au microscope électronique, des globules qui se déplacent comme ça dans le corps humain. Et c'est pour ça que chez nous, on fait des renforts en arrière, dessous, pour pouvoir agglomérer tout ça d'une manière définitive. Parce que tu ne sais pas ce qu'il y a dans la matière. Le tableau est magnifique. Par contre, de manière à livrer d'une manière certaine un produit qui traversera le temps, on le renforce. Et toutes les parties hétérogènes, tu vois, là on a du rouge, on a des oxydations, etc. Là on a des veines de cristal dedans. Et tous ces liants, on relie tout ça ensemble, comme ça, ça ne bougera plus jamais. Et donc ça bouillonnait dans les entrailles de la planète, donc elle a l'âge de la planète à l'origine, mais elle doit être remontée à la surface il y a entre 900 et 1 milliard d'années, 900 millions, 1 milliard d'années. Tu vois, rien à voir avec les pierres de surface, les pierres calcaires qui peuvent avoir 10, 20 millions, ou les marbres qui ont 150 millions d'années. Là, on est vraiment à des étages largement supérieurs. Tu vois, ça a connu des civilisations, ça. C'est pour ça que les pyramides d'Égypte ont été faites en granit, parce que le granit traverse les civilisations. Je retrouve au Brésil, sur la façade orientale, les mêmes pierres ou des pierres similaires en fait à ce que je retrouve dans le sud de l'Afrique sur la face occidentale. Donc ça prouve bien en fait le mouvement des plaques, tu vois. Et là, ils se sont éloignés. Et tu as un océan qui est au milieu. Mais il y a des fois, elles se chevauchent. Et tu retrouves ça en fait en système de montagne. Et c'est pour ça que je prends énormément de plaisir, si tu veux, là-dedans, parce que je peux vous assurer juste une chose qu'il faut savoir, c'est que quand je regarde une pierre, un bon marbrier, il te dit d'où ça vient. Non, mais pas d'où ça vient, de quel pays, de quelle ville ça vient. Parce que chaque gisement, par contre, a une identité propre. Il y a à peu près dans ce monde actuellement 5500 pierres, marbre, granit de répertoriés, et d'onyx et de quartzite, et voilà, tous les sous-produits, et les schistes, etc. En fait, et je peux vous dire une chose, c'est qu'ils ont une identité, c'est une photographie d'identité. Okay, et ça, je peux te dire en fait précisément d'où ça vient. N'importe quel bon marbrier te le sort. Voilà. Et tu vois, on a une richesse absolue sur Terre, et beaucoup de gens ne le savent pas. On a vu tout à l'heure en fait des pierres qui étaient extraordinaires par leur surface. Celle-là, elle l'est également. Mais en plus, celle-là, elle est par ses cristaux. Tu vois, là on est dans le cristal de roche. Là, on est dans l'ambre marron. On a ensuite les micas. On a monstre de composants dedans qui font que... Alors on s'amuse quand on les présente en décoration. On met de la lumière derrière. Et c'est extraordinaire, ça fait chanter le tableau. Déjà, lui tout seul, en fait, il est exceptionnel par ses profondeurs. Tu vois, il y a 60% de la surface qui est du cristal de roche, exceptionnel. On a de la tourmaline noire ici. On a ensuite tous les cristaux d'ambre. On a ici les micas. On a les feldspath. Enfin, voilà, on est sur l'expression la plus délirante de la planète. Tu vois, regarde, on a des cristaux en fait qui explosent comme ceci. Regarde ici, c'est exceptionnel. Il vient d'où celui-là? Brésil. Brésil aussi. Ouais, on est dans la zone de Victoria, la ville de Victoria. En fait, on est à 50 km en retrait dans les terres. Une petite ville qui s'appelle Serra, S-E-2-R-A. Où sont les
gisements les plus importants au monde? Tu as beaucoup parlé le Brésil, Madagascar. Beaucoup l'Inde aussi. Bon, c'est pas des granites aussi vibrants. Là, les plus, ce qu'on appelle les exotiques, les ultra exotiques comme cela, c'est vraiment beaucoup le Brésil qu'on trouve ça. Hein. Le Brésil est regorgé en fait de pierres semi-précieuses. On trouve aussi des améthystes. J'ai vu des tranches d'améthyste, des trucs de dingue. Alors là, bon, là, je parle même pas goût parce que tout, même les choses les plus extravagantes, si elles sont mises avec un bon décorateur, elles peuvent devenir exceptionnelles. Là, tu mets du blanc, tu dis ça va être moche, ça peut être super. Et les couleurs, c'est exactement pareil. Ça dépend comment c'est fait. Ça, c'est l'expression même de la passion que je peux avoir. Parce que, tu vois, le bloc d'avant que je t'ai montré, il est magnifique, il est proprement magnifique. Quand j'ai vu celui-là, j'ai dit je le veux aussi. C'est comme un môme. Je veux celui-là, l'histoire à Toto, quoi. Je veux aussi celui-là. Bah oui, je veux celui-là, parce que celui-là, il est beau aussi. Tu vois, t'as des cristaux de grenat à l'intérieur. Ensuite, tu as de la pyrite qui est dans la tourmaline noire, et puis tu as tous ces cristaux qui tombent comme des micados, là, que la nature nous a mis comme ça, c'est exceptionnel. Et entre chaque, tu vois, tu as du cristal de roche nature, du cristal de roche fumé, ce qui fait que quand je vais mettre de la lumière derrière, là, ce bloc-là, il est arrivé il y a peu de temps, tu vois, mais quand je vais le présenter, je vais mettre de la lumière derrière, il va devenir rouge, vert, foncé, enfin, c'est un truc de... Ça va être déglingos, le résultat, ça va être génial. Et après, tout le monde dit, ah bah j'en veux. Ouais. Tu sais pourquoi l'eau coule tout le temps chez nous? Parce que nous sommes des écologistes. C'est-à-dire qu'on travaille avec l'eau du toit. On récupère en fait les pluviales sur les toits, on met ça dans des cuves, et on fait tourner toujours l'eau, on la filtre entre deux. Donc plus elle coule, plus elle est filtrée, et meilleure elle est. Là, chaque semaine, on jette 8 mètres cubes de marbre. Et regarde, tu as du cristal de roche, tu as l'amazonite, tu as des trucs, mais on jette des fortunes. Pas qu'au niveau minéral, mais aussi au niveau financier. Mais bon, parce qu'on ne peut pas tout garder. Si tu veux, il faut être pragmatique. Si tu veux recycler ça, il te faut une personne. Une personne, quand tu embauches quelqu'un au SMIC, c'est 30 000 € tout de suite. Le SMIC plus les charges, c'est 30 000 €. Donc si tu veux, une fois que tu as embauché la personne, il faut quelqu'un pour le tutoriser, pour qu'il sache quoi faire. Et il faut une bécane, et puis il faut savoir quoi en faire, où est le marché. Donc si tu veux, ce qui est une hérésie aujourd'hui, c'est qu'on jette des produits naturels dans des carrières. Alors ça rebouche des trous, tu diras, ça peut rendre service, mais c'est un gaspillage total, parce qu'à côté, on va faire des carrières qu'on va ouvrir pour prendre du gravier, et pour ensuite aller remblayer des autoroutes, ou des chemins de fer, ou je ne sais quoi, tu vois, des ouvrages d'art. Alors que nous, on l'a déjà ici. Il suffit juste de le broyer et de le réutiliser. Mais non, ils ne veulent pas. Parce que tu sais, vis-à-vis de la normalisation, il faut du gravillon normalisé, connaître sa composition pour être sûr qu'il ne bouge pas. Bon, là on a des gravillons, excuse-moi du peu, en cristal de roche, en granit, enfin c'est des gravillons super haut de gamme, quoi. Mais non, c'est pas trop... ça rentre pas dans les cases. J'ai téléphoné dans les ministères de tutelle, si tu veux, pour qu'on me dise comment valoriser ça, parce qu'on est vraiment dans des produits super sains, il n'y a pas de problème. Mais personne, en fait, il n'y a pas de filière qui a été développée pour ça. C'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. On te donne ton truc en disant, continuez à faire comme avant. Et tu te demandes après pourquoi on a un ministère de l'écologie qui s'est monté, il sert à quoi en fait? Bon, il fait sûrement d'autres choses. Je suis peut-être un petit peu agressif, mais en tout cas, pour nous qui travaillons des produits écologiques de base, et quand on demande en fait à les recycler plutôt qu'à les mettre en fait dans une carrière de gravats, comme on mettrait n'importe quel autre produit, ben non, on dit continuez à les jeter comme ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment dommage, parce qu'il faudrait trouver une filière. Tous les marbriers ont ça, et tous les marbriers jettent des centaines de tonnes chaque semaine de marbre. Soit je le valorise en fait pour aller à l'extérieur, dans ce cas-là en fait j'en fais du gravier extérieur, tu sais, pour faire des graviers, pour faire des compositions extérieures, pour mettre en, voilà, c'est pour rouler dessus en voiture ou autre. Tu les tries, tu tries les noirs d'un côté, tu tries les verts, tu tries les blancs, puis tu vas vite fait de faire tes gravillons. Soit tu veux le valoriser un peu plus et dans ce cas-là tu le découpes en domino, puis tu le mets sur trame, ce qui fait que ça va faire de la mosaïque. Donc tu peux faire soit de la mosaïque en fait couleur par couleur, soit tu peux faire pour faire des bacs à douche, tout simplement. C'est beaucoup mieux que d'aller acheter en fait une mousse, machin, tu prends ça,
c'est vachement mieux. Ou soit tu peux tu fais des petits modules, et puis comme ça tu vends module par module. Enfin, tout est simple. Si c'était rentable, tu verrais qu'il y aurait beaucoup plus de créativité. Actuellement, on ferme la porte parce qu'on sait qu'on n'a pas les moyens de recycler. Mais si nos sociétés, excuse-moi, je vais te faire un petit peu d'économie, mais si nos sociétés étaient rentables, très rentables, forcément, il n'y aurait pas une benne qui partirait d'ici, parce que je garderais, en fait, comme l'eau que je récupère sur les toits, etc., je chercherais, en fait, à tout recycler d'une manière interne, et à surtout ne rien rejeter. Même de la matière naturelle qui ne pollue pas, je ne rejetterais même pas, tu vois. Je revaloriserais. Mais on n'a plus les moyens, si tu veux. Il y a une autre dimension aussi. Est-ce qu'on peut parfois t'accuser d'aller dans les entrailles de la terre pour prendre de la pierre Oui. Actuellement, en fait, la bienséance, c'est de consommer le moins de CO2 possible pour faire les chantiers. De consommer le plus écologique possible. Alors tout va bien jusqu'à maintenant, parce que je dirais, quand on parle de biens de consommation durable, le marbre, je crois qu'il a fait ses preuves. Et quand les gens viennent me voir en disant « Philippe, qu'est-ce que vous nous conseillez en fait comme bien de consommation durable, parce qu'on a une chaîne de magasins de luxe et on veut vraiment faire du low cost au niveau CO2, est-ce que vous savez le faire ?» Pas de problème, j'ai du marbre. Les gens me disent, il y en a qui me disent, hein, bon, des fois ils n'ont pas bien dormi le matin, tu vois, puis ils disent « Ah oui, mais le marbre, ça fait des trous dans la planète, il faut aller le chercher. » Oui, ça arrive, oui en effet. Mais c'est normal, quoi. J'ai dit, vous faites un trou dans la planète, vous prenez le marbre. J'ai dit, la planète, en fait, va reprendre ses droits, et un siècle ou 3 siècles derrière, on verra absolument rien. On ne sait même pas qu'il y avait un trou, ça sera... Voilà, mais c'est fini, c'est que du naturel. Et le naturel, jusqu'à preuve du contraire, regardez au château de Versailles, je dis, ça perdure quand même, d'accord? Alors je dis, si vous voulez, à mon avis, faire un bon geste pour la planète, vous savez ce que vous faites? Vous faites de magnifiques décorations. Vous savez, il y en a marre, si vous voulez, de faire du produit. On fait une décoration, au bout de 5 ans, les gens s'en lassent parce que le fuchsia, parce que le machin, parce que c'est flashy, puis c'est de mauvais goût de toute façon. J'ai essayé de faire une décoration classe, de très bon goût. Une décoration, vous êtes une marque de luxe, donc une décoration qui vous corresponde, vous voyez? Et je dis surtout, s'il vous plaît, à chaque fois que vous avez un nouveau directeur artistique qui arrive, ne changez pas la décoration. La décoration appartient à la marque, c'est l'identité de la marque. Partout dans le monde, dans vos 400 boutiques, c'est toujours la même décoration et les gens s'y retrouvent bien, vous voyez. Mais j'ai dit arrêtez de casser des canages en marbre aujourd'hui pour y mettre en fait des espèces de trucs un petit peu béton, bizarres, qu'on n'a pas bien compris, qui ne correspondent pas au niveau de classe qu'on avait avant. Tout ça pour dire on fait des économies de CO2 et je vous assure, je vous donne parie mon billet, on se revoit d'ici 5 ans et vous allez dire ça y est, on refait la décoration, qu'est-ce que vous nous proposez comme produit écologique? Ben, la première écologie qu'on peut faire, c'est au lieu de remplacer les boutiques tous les 5 à 7 ans, remplacez-les tous les 50 ans peut-être, si vraiment il y a une grosse évolution technologique. Mais j'ai dit laissez le marbre s'exprimer et mettre en valeur tous vos produits pour une longue durée. Ça, c'est une démarche écologique. Et vous ne pourrez pas me reprocher le fait de vous fournir du marbre et qu'on ait des carrières dans le monde, parce que regardez bien, quand on ne comprend plus rien en fait, quand il y a trop de signaux qui clignotent de partout en disant oui mais c'est écologique, pas écologique, moi je sais ce que je fais, je reviens plusieurs siècles en arrière. Comment nos ancêtres ont fait pour arriver là? Ils ont utilisé le bois, ils ont utilisé la pierre, ils ont utilisé le cuir. Tout était à disposition, c'était naturel. Est-ce que vous pensez que ces gens qui sont arrivés jusqu'à nous et qui nous ont transmis leur savoir et le patrimoine, vous pensez qu'ils ont tout gâché? Vous parliez des carrières de Carrare. Oh, les carrières de Carrare, on a retiré, écrété les montagnes de quelques centaines de mètres. Ça fait depuis Michel-Ange qu'on les exploite, les carrières de Carrare. Ça fait depuis Michel-Ange que les carrières sont ouvertes. Et alors, moi je classerais ça au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tout comme le Machu Picchu. Dans ce cas-là, il faut reprocher aux Incas aussi d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Parce que Machu Picchu, c'est exactement pareil que Carrare. Mais regardez les deux superpositions, c'est pareil. C'est l'ouvrage de l'homme. C'est l'expression que l'homme a utilisé ses carrières pour faire des ouvrages que tout le monde contemple aujourd'hui, que ce soit de la tour de Pise, que ce soit la cathédrale à Rome, Saint-Pierre de Rome. Voilà. Toutes ces choses extraordinaires que nous avons fait. Et si on n'avait pas touché aux carrières, on ferait quoi? Des maisons faites de paille, comme les 3 petits cochons? Non, s'il vous plaît, sauvez-nous ça. On sait faire des choses extraordinaires grâce à la nature. En fait, le métier de la pierre est tellement petit qu'on n'a pas de repère. En fait, c'est un des rares métiers sur lequel nous n'avons pas de filière de formation. On doit faire de la formation nous-mêmes. On n'a pas d'information en fait sur notre secteur.
Parce que si tu veux, c'est voilà, c'est en France, je sais pas, une boîte comme moi, je fais entre allez, 7 et 10 millions par an, multiplié, tu prends les petits marbriers, etc., les poseurs, je sais pas, c'est peut-être un métier qui doit faire 200 millions d'euros, une filière qui doit faire 200 millions par an. En France. Oui, ça intéresse personne. Tu sais, on est dans une planète maintenant, autant que ça ne fait pas des milliards, ça dit rien à personne. Je pense que au début du 19e siècle, il devait y avoir 2000 marbreries. Aujourd'hui, on doit être en France, peut-être 50, 60, 70, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Je sais qu'on a un syndicat sur lequel on est 30. En France, au niveau national. Bon, tout le monde n'est pas dedans, certes, mais je vais te dire, sur Paris, on est 2 gros marbriers, et puis quelques petits marbriers, peut-être des funéraires qui sont passés à la déco, tu vois. Je sais pas, on disparaît de plus en plus, en tout cas, ça c'est sûr. Faut pas protéger que les mammouths et les dinosaures dans la vie, hein, parce que nous, on va bientôt passer dans cette catégorie-là. C'est pour ça que je me bagarre, si tu veux, pour vendre du beau, pour transmettre derrière, si tu veux, à d'autres personnes l'envie de faire. Si on vend que des produits qui sont dignes de cimetière, un marbrier, il disparaît un jour ou l'autre parce que ça ne donne envie à personne. Même les clients qui achètent, je ne comprends même pas pourquoi ils achètent des granites de cimetière, tu vois, pour te dire. Mais, pour répondre clairement à ta question, je pense que, allez, à tout casser, on doit être à peu près une centaine de marbriers en France, une dizaine sur la région parisienne, je pense. Et on est 2 gros en fait à pouvoir vraiment prendre en main des projets de haute décoration. C'est un métier en voie d'extinction parce que le métier a été pas mal vampirisé par des matières synthétiques et des marbriers de très bons talents se sont jetés sur les matériaux de résine. Et c'est des matériaux un peu maléfiques parce qu'il n'y a plus de plaisir dans la matière, il n'y a plus de plaisir dans le façonnage. Il y a en plus un certain diktat de la part des grosses marques qui mettent la main en fait sur le savoir-faire du marbrier. Dans les années 2005, en fait, le marché du quartz est arrivé et il a beaucoup séduit les cuisinistes notamment, en fait, les gens qui sont des commerciaux purs en fait dans notre filière. Et ça leur a beaucoup plu parce qu'ils choisissaient en fait la couleur rouge, ils avaient un rouge, ils choisissaient le blanc, ils avaient un blanc, ils choisissaient un gris, ils avaient un gris. Voilà, tout était référencé. Du coup, en fait, comme toutes les couleurs sont synthétiques, comme le produit, c'est beaucoup plus facile à vendre. Comme il est plus facile à vendre, bien sûr, en fait, toute la filière des cuisines se sont dit, c'est le produit qu'il nous faut. On oublie le granit, d'accord? Et ils en ont vendu des tas. Donc c'est un marché qui s'est tellement développé que j'ai des commerciaux qui sont venus me voir en disant, Philippe, écoute, les cuisinistes, ils sont en train d'abandonner en fait tous les granites. Si on veut continuer à vendre des plans de cuisine, il faut absolument faire du synthétique. Alors, tu penses bien que je n'ai pas sauté dessus parce que c'était... moi, mon père m'a pas transmis une société pour vendre des produits en plastique. Donc, j'ai traîné, j'ai pris contact avec le premier fabricant européen. Voilà. Quand je fais les choses, je les fais bien ou je les fais pas. Et c'est des gens, en fait, qui m'ont fait une démarche comme il fallait. On peut leur dire ce que l'on veut. Mais au niveau marketing, ils sont champions du monde. Là, franchement, là, j'ai pris des leçons. Tant et si bien, si tu veux, que 3 ans plus tard, j'étais un des plus gros chiffres d'affaires en France pour cette société-là. Ah ben oui, quand je fais les choses, je les fais bien. Voilà. Et alors on en a fait, on en faisait, allez, en atelier, on en passait jusqu'à 4 cuisines par jour. Et on a eu un gros problème, si tu veux, c'est qu'au départ, sur les matières naturelles, tu n'as rien, tu vois. Alors qu'eux, ils avaient, enfin, il y a encore, hein, je suppose, un autocollant te mettant en garde, tout ça, avec tête de mort, etc. Tu sens bien qu'on n'est pas dans le produit super sain, tu vois. Et mes employés, au départ, sont venus, inquiets, Philippe, t'as vu la tête de mort, machin, on ne peut pas travailler un produit comme ça. Et j'ai dit, si, vous inquiétez pas, on a acheté tout le matériel qu'il faut. J'ai acheté un scaphandre pour travailler, tu sais, pour le découper, etc., avec de l'air pulsé de l'extérieur, un petit peu comme les scaphandriers, quoi. Hein. On fait venir un air pulsé, comme ça vous serez à distance, etc. Et puis, malgré tout, malgré toutes les précautions qu'on a prises, les masques FFP3, en fait, pour ceux qui travaillaient dans l'environnement adéquat, enfin tout, et ben, les employés, en fait, avaient quand même en fait, des séquelles le soir. Tu vois, c'était des vomissements, des maux de tête, malaise.
urgence. Enfin bon, voilà, il y a eu quand même des faits qui se sont avérés, je dirais, vraiment troublants. Donc, principe de précaution oblige, je me suis dit, on va arrêter. Et quand j'ai parlé, à l'époque j'étais président des marbriers de France, et j'ai parlé en assemblée générale en expliquant que moi j'avais un doute et que j'avais demandé des analyses en fait qu'on ne m'a pas envoyées. Mes employés avaient des problèmes. Est-ce que pour vous c'est pareil? Et alors là, stupéfaction. Tu as 95% des marbriers qui ont levé la main, qui ont dit ah oui, et nous et moi et machin et tout, mes gars, j'ai envoyé 2 la semaine dernière aux urgences. Et mais je dis mais attendez les gars là. Mais je dis stop. Je dis mais attendez, on est des hommes quoi. Je dis moi mes employés, je connais leur prénom, je connais le prénom des enfants. Je ne veux pas qu'on me dise un jour, tiens, il a craché du sang, puis maintenant on sait qu'il a un problème, qu'il a un pamplemousse à la place du rein, des choses comme ça, parce que, en fait, à l'époque je ne savais pas jusqu'où ça allait, mais maintenant je le sais, donc je peux vous dire que c'est méchant. Donc je ne me voyais pas dans cet habit-là, l'habit du méchant patron qui savait qu'il avait un produit en fait, qui n'était pas bon et qui a poussé tout le monde. Donc j'ai arrêté. De là, en fait, j'ai reçu je dirais un avertissement de la part du plus gros industriel espagnol en disant « Monsieur Ledrance, vous êtes notre premier client et je vois que maintenant vous commencez à lever les bras au ciel et puis à dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. » Je dis « Bien sûr ». Du coup, ça n'a pas plu en fait à l'industriel qui nous fournissait en disant « Mais Monsieur Ledrance, maintenant il va falloir vous taire un petit peu parce que vous parlez beaucoup trop. » Et je lui dis « Attendez, je lui dis, on est en France, on peut encore dire ce qu'on veut, d'accord? Je lui dis, excusez-moi du peu, mais je lui dis, quand on a, nous, des employés qui vont pas bien, et puis vous, je commence à fouiller, et puis j'ai entendu parler aussi que dans vos usines, vous aviez des cas de cancer qui étaient avérés, je dis, je pense que vous n'avez pas trop de leçons à me donner. Je dis, je serais vous, je modérerais mes propos, parce que je dis les propos que vous allez dire aujourd'hui, dans 1 an, 5 ans, 10 ans ou 15 ans, enfin, quand vous serez rattrapé par le temps, vous allez les payer, vos propos. Et je lui dis, moi, j'ai pas envie de payer. Et moi, je protège les gens que j'aime bien. D'accord? Donc on arrête là. Et le hasard a fait en fait que j'ai fait un petit blog et puis j'ai des personnes qui s'y sont accordées, puis des gens qui étaient notamment dans la chimie, dans les analyses, etc., qui ont dit vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Il y a des gens qui m'ont dit moi je travaille dans la chimie et voilà pourquoi. Alors je lui ai dit attendez, ça tombe bien parce que je lui dis comme j'ai pris une décision mais que je n'ai aucune analyse, pouvez-vous l'analyser pour moi? Donc j'ai envoyé tous les éléments pour analyse dans un laboratoire qui s'appelle l'IRES, c'est l'Institut de recherche et d'expertise scientifique à Strasbourg. Et ils m'ont fait une analyse pendant des mois, parce que il me dit qu'est-ce que vous cherchez? Je dis je cherche tout, je ne sais pas quoi. Alors, il dit je vais vous trouver ça. Ça a duré pendant 7 mois, et au bout de 7 mois il m'appelle, il me dit heureusement que ce produit ne se vend plus. Et j'ai dit ils ont tous les jours, c'est moi qui ne le vends plus. Mais alors il me dit attendez, il y a un véritable problème, parce que le truc en fait, c'est une bombe chimique. Je lui dis parce que j'ai trouvé une vingtaine de cancérigènes de classe A et B, des phtalates, tous les perturbateurs endocriniens possibles et imaginables, des HAP, des hydrocarbures aromatiques polycycliques, tout ça en fait, et puis les COV, les COSV, enfin et tout ça dans le même produit. Et sur un produit, je vous rappelle, on fait la cuisine dessus, quoi. Tu fais une tarte pour ta famille, en pensant, voilà, super, on fait une superbe tarte, tu vois. Et dans ta tarte, tu n'es pas sûr que le produit ne transfère pas, tu vois. Tu ne peux pas faire ça. On ne peut pas faire ça d'une manière sciemment, tu vois. Bref, parce que si tu fais ça sur de l'amiante, on te prend pour un taré. Mais là, c'est pas de l'amiante. C'est bien pire. D'accord? Tu vas voir. Parce que, en fait, du coup, j'ai reçu les analyses, et les analyses disent que, bon, voilà, c'est marqué à la fin, je la fais courte, hein, c'est les analyses, c'est des dizaines de pages, mais à la fin, c'est marqué qu'il ne faut même pas considérer, on ne peut pas même jeter ce produit, parce que on ne peut pas le considérer comme une matière inerte. Donc, si tu le prends et tu le jettes dans une carrière, n'importe où dans la nature, comme ça se fait aujourd'hui, on en vire, aujourd'hui, les marbriers de France en virent à peu près 11 000 tonnes par an. Dans des carrières, sous la pluie, l'eau te fait transpirer le produit, te l'emmène dans les nappes phréatiques, tu vois. On ne se rend pas compte des conséquences de ce qu'on est en train de faire. On creuse notre tombe. Après, on tombe malade, et après, on sera soigné par la chimie. Mais c'est la chimie qui nous rend malade. Enfin voilà, il faut être clair, quoi. Il faut s'asseoir, il faut réfléchir. Ce fameux produit s'appelle le quartz, communément, tout le monde dit le quartz, ou la pierre reconstituée. Tu vois, pierre reconstituée, pierre ça fait bien parce que ça fait très nature, reconstituée, c'est recyclage. Mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. On est sûrement sur des produits synthétiques. C'est du gros synthétique dans des carrières qui sont faites que pour exploiter en fait le grain et avec des usines chimiques qui te livrent en fait
des milliers de tonnes de résine pour faire un agglomérat, et après on te met de la couleur, on te presse ça, on te le fait cuire, et ça part, et c'est comme ça que ça arrive. Tu vois, c'est... Bref, non content de cela, parce que ça n'a pas plu en fait aux industriels, on m'a envoyé le plus gros avocat du monde, hein, donc je dois taire le nom, je pense, parce que je suis en procès, j'ai 2 procès actuellement qui me courent après, des procès carabinés, et ces gens en fait me reprochent d'avoir révélé l'affaire, quoi. Donc je suis passé en fait, maintenant je suis lanceur d'alerte officiel, hein, et j'ai demandé des analyses plus poussées encore au laboratoire. J'ai dit parce qu'attendez, vous avez fait un boulot extraordinaire. Vous avez réussi à prouver, enfin j'ai payé aussi très cher, j'ai prouvé la composition. J'ai prouvé qu'on polluait les eaux. Vous voyez, on fonctionne avec de l'eau ici. Moi je suis en circuit fermé, mais il y a forcément un jour ou l'autre on vidange. Donc moi mes eaux avec des produits naturels dedans, il n'y a pas de problème. Mais celui qui fait la moitié de son chiffre d'affaires avec le quartz, je ne te raconte pas ce qu'il déverse dans le réseau urbain. J'ai réussi à prouver aussi que l'air que nous respirions, tu sais, parce que ces gens-là, ces industriels, ils sont fins. Si vous voulez faire notre produit, très bien, mais mettez un extracteur d'air dehors, qui emmène l'air dehors. En fait, comme ça, toutes les particules cancérigènes, elles vont dehors. Donc, sur le trottoir, la femme qui pousse sa poussette là, avec son bébé dedans, eh ben, tu passes sur un extracteur d'air, tu as de l'air cancérigène qui sort. Non mais tu vois le ridicule. Et pour avoir en fait l'agrément pour travailler ce produit-là, il faut avoir un extracteur d'air, tu vois. Tout ça pour dire, si tu veux, c'est que comme il me court après, et que j'ai vraiment, faut le dire, hein, il y a des fois on a peur, hein, parce que tu te dis, il te réclame des sommes, mais que si ça te rattrape, mais tu as pensé faire du bien, je dirais, à tes semblables, et tu risques ça peut te coûter ta vie, quoi. Au départ, c'était peut-être par des menaces, maintenant c'est par des tribunaux, et c'est des menaces psychologiques graves, parce que on fait des nuits blanches dans ces cas-là, hein. Pour en arriver là, si tu veux, j'ai dépensé 68 000 € d'analyse, voilà, d'études d'analyse. Mais c'était important, si tu veux, parce que entre mon ressenti de marbrier qui dit « Ah oui, mais de toute façon, je vois bien qu'au soleil, faites les tranches, elles perdent de leur couleur, donc ça veut dire qu'il n'est pas stable. » Et les vraies analyses de laboratoire qui permettent d'aller devant un tribunal en disant « Attendez, c'est pas n'importe quoi ce que je vous dis, c'est pas que de l'observation, c'est du constat, c'est mathématique. » Voilà, donc j'ai fait travailler 5 laboratoires différents. Comme ça, si tu veux, quand un laboratoire a été contesté par le tribunal, on dit « Ah oui, mais l'IRES, la partie adverse a dit « Mais l'IRES, vous comprenez, c'est pas un laboratoire très sérieux. » Très bien, il est juste coffraqué, et c'est juste en fait 60 millions de consommateurs qui m'ont envoyé vers eux aussi. En disant « Mais non, ne vous inquiétez pas, c'est notre laboratoire, et ils sont top niveau. » Voilà. Mais quand même, j'ai fait d'autres laboratoires, histoire d'être vraiment, je dirais, carré dans mes chaussures, tu vois. J'aborde le sujet, mais avec une force d'enfer, parce qu'en face de moi, j'ai des milliards, j'ai des gens qui pèsent des milliards. Donc moi, je suis tout seul dans ma petite société, et il faut que je tienne la route. Donc la seule façon de tenir la route, c'est que physiquement, matériellement, j'ai des démonstrations que j'ai raison. La pierre reconstituée, ou le quartz, enfin les cuisinistes, ils l'appellent comme ils veulent, hein, en fait, c'est un produit qui se vend actuellement dans une cuisine sur 5, absolument. Incroyable, non ? Parce que, en fait, comme c'est fait à base de silice, fraîchement broyé, la silice, quand tu la regardes au microscope, en fait, tu vois qu'elle a des formes comme des sapins de Noël, tu vois, comme des harpons. Donc la silice, elle rentre dans les poumons, elle déchire les parois pulmonaires, et après rentre dans les poumons tous les produits qui composent, en fait, la résine. La quarantaine de produits nocifs. Et alors là, tu peux développer des cancers de tout ce que tu veux. D'accord ? C'est pour ça qu'on retrouve le plus fréquemment, en tout cas, c'est sur les voies digestives et respiratoires, mais il y a beaucoup de gens qui ont des cancers des reins, des choses comme ça, donc c'est... Non, c'est moche, c'est moche. C'est un marché d'abord qui pèse des milliards, parce qu'en fait, le syndicat qui est face à moi, il pèse à lui tout seul plus de 20 milliards de dollars par an. D'accord ? Le principal européen fait 1,2 milliard, je crois, de chiffre d'affaires. Donc non, mais c'est des gens qui sont surpuissants. Par contre, en fait, le consommateur, c'est toi et moi, en fait. C'est le consommateur moyen qui veut se faire plaisir en pensant qu'il ne peut pas aller jusqu'en haut, mais il va dépenser beaucoup d'argent dans les meubles de cuisine, mais pas beaucoup dans le plateau. Et en fait, c'est l'erreur, parce que c'est sur le plateau que tu fais la cuisine, pas sur les meubles. C'est la copie de l'affaire de l'amiante. Vous savez que l'affaire de l'amiante a mis 90 ans à sortir. Parce que les lobbies sont tellement puissants qu'on va d'abord dire que c'est le gars qui est tordu, que c'est les conditions dans lesquelles c'est utilisé qui ne sont pas bonnes. On va dire que, voilà. En fait,
À chaque fois que tu vas dire une vérité, on va te balancer des contre-vérités de partout. On connaît actuellement, enfin voilà, on vit ça tous les jours, tous. Ok? Bah là, les contre-vérités, j'arrête pas de les prendre, on n'arrête pas de dire mais il délire pas. Mais attends, je délire peut-être, ok? Mais jamais ils n'ont fourni à un tribunal des analyses prouvant l'inverse de ce que j'ai dit. On décrie, on se lève, on s'exclame, tu sais, on est dans une parodie de Molière. C'est vachement grave parce qu'on joue avec des milliers de gens. Donc les conséquences de tout ça, j'espère que y a un corbeau qui passe au-dessus, tu vois, putain, c'est incroyable. Quelle synchronisation. Non mais les conséquences, bien sûr, ça peut être jusqu'à des maladies graves, ouais. Le professeur à qui j'ai parlé, en fait, Vincent Penet, qui était un homme en or, hein, le premier qui a découvert le sujet, là, il m'a dit, mais Philippe, on ne pourra jamais identifier. Forcément, en fait, c'est pas bon du tout. Mais on ne pourra jamais identifier. Et il dit même si on a des milliers de cas sous les yeux, Philippe, ils vont tirer dans tous les sens pour dire oui, mais non, mais c'est pas la même chose. Là, c'est la gorge, l'autre, c'est le larynx, et puis l'autre, c'est les poumons, puis l'autre, c'est. Tu vois, en fait, c'est. Voilà, on te diffuse en fait tellement de produits en même temps qu'à la fin, tu sais plus lequel c'est. Comme un peu la cigarette, mais sauf que la cigarette, l'avantage, c'est que ça va du poumon à la gorge, le plus souvent. L'autre, en fait, il se diffuse partout. Le marché le plus touché aujourd'hui au niveau humain, c'est l'Espagne, où il y a des morts et des centaines de cas de cancer révélés. Qui va voir les familles des employés qui sont morts en disant voilà, madame, on vous laisse 300 000 € et puis vous signez ici un pacte comme quoi en fait jamais vous ne parlerez, jamais vous inventerez en fait cette affaire. Et si vous parlez, vous nous devez 8 fois plus. Donc si tu veux, et ça tout le monde le sait, sous le manteau, tu vois. C'est une histoire qui couve encore, qui couve. Mais forcément, un jour ou l'autre, ça va éclater. C'est obligatoire. L'amiante, ça a duré 90 ans, là, ça va aller beaucoup plus vite. En fait, l'affaire, j'ai levé les bras en l'air en 2013, ça fait 8 ans. Je pense que, allez, si ça dure 10, 15 ou 20 ans, bah, ça sera déjà une histoire qui sera relativement vite réglée. Ce qui est dommage, c'est que, contrairement à l'amiante, là, on mange dessus. Chamengo.